93 personnes assassinées dans un village, 42 égorgées dans un autre, 20 morts victimes d'un attentat ferroviaire. Le bilan des tueries qui ont ensanglanté cette semaine l'Algérie, ce bilan est extrêmement lourd. Il est d'autant plus lourd qu'il s'ajoute à une très longue liste de massacres perpétrés ces derniers mois dans la campagne algérienne. Des massacres dont on a peu entendu parler, faute d'informations, faute de témoignages et faute d'images, puisqu'il est devenu très difficile et parfois dangereux pour les journalistes étrangers d'enquêter en Algérie. C'est pourquoi le reportage que nous vous présentons ce soir est exceptionnel. Une équipe de la télévision suisse romande a pu se rendre il y a quelques jours au sud d'Alger, dans un village voisin de ceux qui ont été attaqués lundi et mercredi dernier. Richard Labévière et Albert Pasquier étaient protégés par la police algérienne, ils étaient aussi un peu surveillés, mais ils ont pu néanmoins enquêter et rencontrer librement les habitants d'un petit village, Sid El Kébir, un village qui a organisé sa propre défense après avoir perdu 32 de ses habitants égorgés une nuit de novembre 1996. Au pied de la montagne de la Chifa, Sidi El Kébir, à une quarantaine de kilomètres au sud d'Alger, où finit la plaine de la Mitidja, épicentre des dernières violences terroristes. Jamel raconte que c'est arrivé pendant la nuit. Et c'est seulement au petit matin, en sortant de chez eux, que les habitants se sont rendus compte qu'il y avait des gens égorgés dans les rues du village. Une fois l'alerte donnée, on a trouvé d'autres cadavres dans 3 maisons. Des femmes et des jeunes égorgés, mutilés, défigurés. Enfin, Jamel ne peut pas vraiment le raconter. Dans les archives du quotidien indépendant Al-Watan, on précise que 5 familles, soit 31 personnes, ont été sauvagement décimées à l'arme blanche par une horde d'une vingtaine de terroristes dans la nuit du 8 au 9 novembre dernier. C'est une des premières fois que la terreur frappait de cette manière, selon un rituel désormais bien rodé. En effet, plusieurs villages ont dernièrement vécu la même horreur, raison pour laquelle nous avons choisi de revenir à Sidi El Kébir pour essayer de parler avec les gens, pour essayer de comprendre. Cet homme a vu la colonne infernale. Il raconte que la nuit était tombée, qu'il a croisé une vingtaine d'hommes habillés de noir avec des barbes. Il leur a demandé qui ils étaient. Le groupe islamique armé, ont-ils répondu. Il cherchait des maisons précises. Son fils a pris une hache et a monté la garde devant la porte toute la nuit. Les enfants, Toufik, 6 ans, et Brahim, 13 ans, n'ont pas eu cette chance. اخويا واحد جبد الموس هي مجوز العسكر في المساكن اخويا انتقى قال له علاه كي قال له علاه من بعد قالوا له باه قول لي علاه قالوا له باه خلاص قالوا له باه ومن نهاركم التالي كي قال له هكاك من بعد فربوا بالموس من بعد ذبح يما قاعد قدامهم بعد جيت لهنا الدوبة هنا كان راقد ثم كان راقد هنا صاحبون كسروا عليه الباب ثم. Ces familles ne pouvaient même pas gagner de quoi manger, de quoi. Leur seul problème était de gagner leur pain. C'est ça. Mais d'après vous, pourquoi on les a tués? Pourquoi? Je crois que le seul lien entre les familles, il y avait ces 5 familles, ils avaient tous des jeunes qui ont fait le service national. Comme cette survivante, dans sa cuisine maculée de sang, d'autres familles ayant elles aussi des enfants à l'armée ont préféré partir, se réfugier en ville, près d'une garnison. Les vieux ont choisi de rester mais demeurent muets sur les raisons de cette violence opaque. Avoir un fils à l'armée est interdit par les groupes islamiques armés parce que c'est se ranger du côté du pouvoir. D'autres raisons peuvent entraîner la mort, refuser de payer l'impôt au groupe islamique, leur refuser de la nourriture ou l'hébergement, autant d'explications à ces expéditions punitives où se mêlent souvent actes de banditisme, vendetta et vengeance personnelle. Deux jours après, les terroristes sont revenus.
On les a questionnés, vous voulez, on a parlé avec eux, ils se sont prosternés, ils nous ont demandé de nous prosterner, on n'a pas voulu. Il y avait un jeune, un étudiant, un défunt, qui nous a dit s'ils partent maintenant, ils reviendront, ils nous tueront tous. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une attaque désorganisée, mal organisée et tout. On a eu 2, on les a désarmés et l'autre s'est enfui. Celui qui est enfui, il avait un PA, c'est lui qui a tué le jeune, l'étudiant qui nous a donné le déclic. Terrible souvenir. Malgré les larmes qui reviennent, la détermination a été plus forte. Et comme l'a dit le chef du village, la neutralisation de 2 terroristes a été le déclic. Ce père de famille a lui aussi décidé de se défendre. Un de terrorisme, qu'il était fusillé vers moi avec son clash. J'ai regardé bien vers lui. Quand je m'assurais bien qu'il n'a pas de courage de tirer, j'ai égorgé son ami. Vous avez égorgé vous-même un des terroristes? Oui, je l'ai égorgé sans froid. Tuer pour ne pas être tué, à partir de quel seuil la violence devient-elle légitime? Ayant récupéré les armes de 2 de leurs bourreaux, le village a décidé de s'organiser pour assurer la protection de ceux qui sont restés et des autres qui ont fini par revenir. On est un certain nombre, je ne peux pas dire combien. On fait des rondes de jour et de nuit, on surveille toutes les entrées du village. Sidi El Kébir a fait école. Dans la Mitidja comme dans l'ouest du pays, ces milices se sont multipliées avec l'assentiment des autorités. Elles sont exclusivement constituées de volontaires qu'on appelle les patriotes. Vous pouvez marcher encore, vous pouvez interviewer n'importe qui, vous verrez que de tout, on s'est organisé et on nous défend. Maintenant, celui qui va venir, bien, qu'il vienne. On est armé, on n'a peur de personne, seulement de Dieu. C'est tout. Aujourd'hui, le nombre des patriotes de ces groupements d'autodéfense avoisinerait 100 000 pour l'ensemble du pays. Bien évidemment, autant de civils en armes posent passablement de questions à 5 semaines des élections législatives algériennes. Au-delà du scrutin, comment ces milices évolueront-elles? Comment seront-elles encadrées? Et surtout, dans quelles conditions pourront-elles déposer les armes? En quittant Sidi El Kébir à la sortie de Blida, on passe le dernier poste de contrôle de l'armée. Une armée algérienne dont les opérations demeurent ultra secrètes. Sur l'autoroute du retour vers Alger, nous doublons un convoi militaire. Selon des informations confidentielles, 18 000 hommes pour la seule Mitidja, l'équivalent de 10 régiments, viendraient de porter des coups décisifs aux bases arrières des groupes islamiques armés, désormais acculés à une fuite en avant sans retour. Richard Devière, je l'ai dit en introduction, il est très très rare d'avoir des images en provenance de l'Algérie, surtout de ces villages concernés par les attaques. Alors dans quelles conditions avez-vous travaillé ? Eric, on peut rappeler peut-être que depuis mai 93, 57 journalistes algériens ont été assassinés par les groupes islamiques armés ou d'autres mouvements islamistes. C'est dire si les journalistes algériens ont payé le plus lourd tribut au terrorisme islamiste. C'est dire aussi que les journalistes algériens, comme les journalistes étrangers, ne sont pas les bienvenus et sont toujours menacés, ce qui implique bien évidemment des conditions de travail un peu particulières. Lorsqu'on travaille dans la ville d'Alger, dans les faubourgs, dans les quartiers, à Bellecour, à Bab el Oued, dans la Casbah, on est accompagné de 2 inspecteurs, armés bien sûr. Dès qu'on sort d'Alger, alors là on est pris en charge par la gendarmerie algérienne. Et bien évidemment, tout déplacement hors d'Alger se notifie 48 heures à l'avance, ce qui bien évidemment rend le travail sur les questions de sécurité du terrorisme extrêmement difficile et pesante. Cela dit, pour le reportage que vous venez de voir, nous avons été bien sûr escortés par la gendarmerie, comme je vous l'ai expliqué, mais une fois sur le village, dans ce village, accueillis par les gens du village que nous avions choisi, nous avons pu travailler relativement correctement.
Alors on a vu donc des distributions d'armes aux villageois. On voit ce processus d'autodéfense et pourtant la violence continue. Ça n'a pas l'air très efficace. Alors. Oui, alors la compte tenu des conditions de travail dont on vient de parler, donc prudence et il faut faire attention dans la lecture et l'appréciation qu'on peut avoir de l'évolution de la situation. 3 remarques toutefois. La première, c'est que statistiquement, c'est triste de parler dans le cadre d'horreur de cette violence, mais statistiquement, on baisse.